Bonjour à tous. Donc, nous démarrons avec cette première session, le cours désigné par ENF 108, avec un intitulé assez peut-être mystérieux pour vous, GTB, GTC. Et comme vous voyez sur cette présentation, j'ai rajouté IoT. Donc ça mériterait une petite explication. Tout simplement, GTB veut dire gestion technique du bâtiment, gestion technique centralisée, et IoT, Internet des objets connectés. Alors, pourquoi j'ai rajouté IoT au fond? Tout simplement, les évolutions modernes, récentes, font qu'il est difficile aujourd'hui de penser GTB qui s'applique, comme le nom l'indique, au bâtiment, ou GTC qui s'applique plus spécifiquement à d'autres usages, pourquoi pas industriels, de ne pas les penser en lien avec maintenant aux technologies avancées des objets connectés. Donc on inscrira ce cours un petit peu dans cette logique d'association GTB IoT ou GTC IoT. Et pour démarrer ce cours, cette unité d'enseignement, j'ai pensé positionner cette problématique dans quelque chose de plus large, plus vaste, qui nous concerne tous, qui est donc une réflexion sur le développement d'une société sans émissions de carbone, ce qu'on appelle décarbonation. Et donc, je voudrais insister, c'est un peu comme un chapeau, comme une sorte de fil rouge dans toutes les interventions qui vont suivre, comme au fond des technologies qui s'inscrivent dans un mouvement général de décarbonation de nos principaux usages, notamment énergétiques. Donc, cette première session sera cette présentation de cours, qui sera relativement longue d'ailleurs, et auquel suivra deux petits quiz qui sont accessibles, sur lesquels vous pourrez, alors qui ne seront pas notés, attention, mais qui permettent de rassembler un peu vos idées autour de quelques questions relativement simples, sur lesquelles, à terme, je donnerai bien sûr des corrections. Donc, première session, donc, j'appelle ça vers une société sans émissions de carbone, les scénarios et les technologies adaptées. Alors, pourquoi s'intéresser aux émissions de carbone? On sait très bien que c'est l'origine probable d'augmentation, de dérèglement climatique, donc c'est lié à notamment des émissions de carbone excessives. Et sur cette figure que je vais grossir, au fond, la raison d'être de ces émissions de carbone, c'est l'usage, comme vous voyez ici, d'énergie carbonée. Alors ici, en noir, le charbon, d'origine d'ailleurs, dont les origines sont identifiées ici, la Chine, l'Asie-Pacifique, l'oil, c'est-à-dire le pétrole, qui provient majoritairement, vous voyez, du Middle East, du Moyen-Orient, des États-Unis. Bon, après, il y a d'autres origines, d'Afrique. Les usages aussi énergétiques vont être aussi liés à l'électricité, en vert, ici. Voyez. Et puis, vous avez des usages très producteurs, émetteurs de carbone, comme la cimenterie et la sidérurgie, et puis, de façon plus limitée, d'autres produits de base utilisés dans l'industrie. Donc, et les usages, bien sûr, c'est le bâtiment, l'industrie, la production d'énergie électrique, le transport, etc. Donc, si vous voulez, ça c'est un point de vue 2021 qui n'a pas beaucoup changé depuis d'ailleurs, qui montre la prédominance des énergies fossiles pour les usages auxquels, les usages divers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, du bâtiment, de l'industrie, le bâtiment, ça peut être bien sûr le chauffage notamment, et donc, ou la climatisation pour l'électricité. Et donc, nous sommes dans un panorama relativement carboné, comme vous pouvez le constater.
Alors, carbone, si on regarde les évolutions d'émissions globales au niveau mondial, en gigatonnes de CO2, depuis donc 20 ans, plus de 20 ans, c'est une croissance continue avec des petites défaillances, entre guillemets. Ça, c'est une crise économique, 2008, et puis il y a le Covid ici qui apparaît ici. Bon. Donc grosso modo, une tendance, un trend général d'augmentation régulier qui fait qu'on n'est pas loin de 40 gigatonnes au niveau mondial d'émissions de CO2, gigatonnes. Ça, ce sont des données de l'IEA, l'Agence internationale d'énergie, qui est un site auquel je vous invite à regarder, qui est très riche en informations. Alors, bien entendu, nous sommes dans une situation où on essaye bien sûr de réduire ces émissions de carbone et il y a un certain nombre de scénarios et on ne peut que fonctionner que sur les scénarios. L'avenir n'est pas facilement prévisible, est très imprévisible, je dirais même, du point de vue politique, géopolitique, économique. Mais pour essayer de comprendre un petit peu les leviers qui permettent de réduire ces émissions, il est clair que nous devons nous baser sur des scénarios, je dirais, structurés. Alors, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup d'acteurs qui émettent ces scénarios. Je prendrai celui de l'IEA, c'est-à-dire l'Institut international d'énergie, qui propose plusieurs scénarios. Donc le scénario qui s'appelle STEPS, au fond, c'est un scénario qui est, au fond, comme un statu quo. On continue de fonctionner comme un but de fonctionner. On n'a pas de rupture, on ne met pas de rupture forte au niveau réglementaire, regulation, au niveau des politiques, ni de transformation majeure au niveau des outils de production. On a, je vais au dernier, le pré-Paris. Pré-Paris, c'est avant la COP de Paris, en 2015, réunion qui a permis d'élaborer ce qu'on appelle les accords de Paris. Et ça, c'est le baseline, c'est la ligne de référence, telle qu'on était avant cette COP qui a eu lieu il y a maintenant 10 ans. Ça, c'est le baseline, le scénario de base, de référence. Et puis, je dirais que APS, c'est un scénario beaucoup plus optimiste, où il y a un gros effort pris par les gouvernements, dont on veut de réduire et d'annuler les émissions nettes de CO2. Alors, si vous voulez, vous avez effectivement donc ces différents scénarios. Le pré-basisme, c'est une ligne, vous voyez, donc rappelez-vous, on était en 2020, on n'est pas, 2025, on sera à peu près ici, on n'est pas loin de 40 gigatonnes. On est en 2022 à peu près à 38 gigatonnes mondiales. Donc la ligne pré-Paris, c'est la ligne la plus pessimiste. Et puis on a la STEP, c'est celle qui constitue quand même, qui engage les gouvernements à des réductions d'émissions de CO2 par des efforts divers. Alors les principaux efforts, et on le verra par la suite, sont liés à des efforts de comportement, mais ça paraît assez peu ici, vous voyez, aux heures, c'est assez peu, et puis par des technologies. Alors les principales technologies, vous voyez, effectivement, l'énergie renouvelable sur la production d'électricité, usage des véhicules électriques, et puis aux heures, il y a beaucoup de choses qui se cachent, sur lesquelles il faudra revenir. Donc vous voyez qu'au fond, on peut stabiliser en 2030, grosso modo, le niveau 2015. Vous voyez, 2030, 2015, 15 ans, on revient au point de départ de 15 ans avant, 35 gigatonnes, ce qui n'est pas 0 gigatonnes, attention. Donc on est dans une logique de maîtrise. Sur les, là, ici, ça a été produit il y a déjà 3 ans, ce document. Donc vous voyez, il mettait 8 ans pour revenir à un point de référence qui était le 2015. Alors, comment c'est possible ?
Et comme vous avez vu que les outils qui sont disponibles, hein, donc on est un peu loin de notre sujet, mais vous allez voir qu'on va y arriver, c'est quand même l'usage d'énergie renouvelable, production d'électricité, hein, et où vous voyez les, l'évolution, hein, des équipements en énergie solaire, en énergie éolienne, en énergie voiture électrique. Alors, évidemment, on va prendre plutôt 21, qui est quand même, bon, même 23, si vous voulez, 23, la mise sur le marché, vous voyez, le photovoltaïque peut peser 15%, hein, du marché, 15% également pour l'éolien, globalement au niveau mondial, attention. Hein. Bon. Et les véhicules électriques aussi prennent une part importante qu'ils n'avaient pas du tout, bien sûr, en 2015. Alors, une façon de voir un peu comment arriver à ce fameux, justement, ce première étape, hein, entre, au fond, première étape, arriver ici pour les États-Unis. Alors bon, les États-Unis, ce document a été rédigé avant le changement de présidence. Mais il n'empêche d'ailleurs que si vous regardez bien l'évolution aux États-Unis, il y a des évolutions quand même favorables au niveau des réductions des émissions de CO2, même si c'est pas soutenu par le gouvernement fédéral, mais c'est souvent soutenu par les gouvernements des États, hein, des 51 États des États-Unis. Donc, on peut considérer encore que ce schéma est valable. Et qu'est-ce qui consiste à dire 2022 est là, et 2030 pourrait être là. Pourrait, hein, c'est un scénario, hein, donc c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Alors, ce qui est plus intéressant, parce qu'au fond, les chiffres sont très, très aléatoires, il faut être clair, c'est de la politique, c'est de l'économie également, mais on voit, et ça c'est intéressant, c'est sur quoi vont jouer, sur quelle technologie, sur quel déploiement technologique vont jouer ces réductions d'émissions de CO2. Hein, donc les États-Unis, vous voyez qu'on est aussi pas loin de 5 gigatonnes, hein, sur les 40 tout à l'heure, donc c'est pas du tout négligeable, on sait bien, c'est des gros émetteurs. Et dans la logique normale, si rien ne se fait, ils seront à 5,2, 5,3 gigatonnes. Alors si on va arriver à revenir à l'état 2015, c'est-à-dire ici à 3,5 gigatonnes, il faut faire un travail, on voit bien le travail sur l'énergie renouvelable, hein, ok. Il faut la substitution du coal to gas, c'est-à-dire qu'en fait, substituer le charbon par du gaz, qui sont deux énergies fossiles, mais une avec un moindre impact environnemental que le premier, donc le gaz est moins impactant que le charbon, ce qui explique la chute de la réduction de CO2. Un jeu sur d'autres ressources électriques, hein, dont le nucléaire par exemple. Et puis un gros travail sur les véhicules électriques, sur le bâtiment, alors plus réduit, alors on est aux États-Unis, hein, réduit, sur l'industrie. Hein. Bon, alors dedans, qu'est-ce qu'il y a, vous allez dire, le building, ça peut être quoi? Ça peut être l'isolation, mais ça peut être aussi la régulation. Hein. La GTB, elle va se cacher là. Hein. La GTB, elle va se cacher là. Dans l'industrie, c'est pareil, hein, c'est du contrôle-commande. Okay. Alors on peut voir ça aussi pour l'Europe, globalement la grande Europe avec les Grande-Bretagne. Et là, vous apercevez une chose, hein, je ne vais pas refaire l'explication, vous retrouvez le même schéma. Alors là, on est plutôt à 3 gigatonnes. Hein. En 2022, on est à 2,2 gigatonnes, 2,1 gigatonnes. En 2030, et là vous voyez, la part du building, vous voyez, importante, en relative beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que simplement on a un usage. En Europe, les consommations d'énergie sont essentiellement, sont en grande partie associées au bâtiment. Et dans le bâtiment, et c'est là où je vais trouver le GTB, hein, la GTB, le GTC, pour l'industrie à moindre mesure, relativement faible, et puis tout ce qui est l'électrification du véhicule, ici qui est en bleu clair. D'accord? Bon. Et on retrouve l'énergie renouvelable, le transfert charbon-gaz, etc. Regardons
troisième figure géographique. Alors, vous voyez, donc c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'au fond, on a encore une croissance d'émissions de CO2 de la Chine. Et là, on est sur des valeurs qui sont pas loin de 15 gigatonnes. 5 gigatonnes de CO2, donc c'est très important. Et avec un renversement progressif vers l'énergie renouvelable, bon, une amélioration du bâti, de l'habitat, l'industrie. Bon, pardon, l'habitat est là, ok, en vert, bon, pas extraordinaire, mais bon, voilà. Alors, voilà un petit peu les visions de pays par pays, vous voyez, donc groupe de pays par groupe de pays, puisque là on est plutôt sur les économies avancées, donc plutôt l'hémisphère nord, dirons-nous, bon, ben, les scénarios. Alors les scénarios, bon, STEPS c'est un scénario qu'on vient de voir, qui est le plus favorable a priori, mais sur 2030. Mais l'idée c'est d'aller sur le scénario qui est vert ici, qui s'appelle NZ2, c'est Net Zero Emission, plus d'émissions en 2050. C'est quoi le scénario NZ2 qu'on n'a pas vu tout à l'heure? C'est qu'en 2050, il n'y a plus d'émissions nettes alors net. Alors monsieur, non, il y en a encore. Oui, il y en a encore, mais et net veut dire que grosso modo, on émet toujours un peu de CO2, mais on le compense. Alors on le compense par d'autres moyens. La compensation, c'est la couverture forestière, par exemple. Donc on le compense d'une certaine façon. En tout cas, vous voyez que l'on passe quasiment, on va diviser par 2 dans un premier temps les émissions de CO2. Évidemment, avec des ambitions moindres sur les pays émergents ou en développement, comme on dit, on voit que la réduction reste plus limitée. Alors, bon, peut-être ces scénarios sont-ils à discuter, évidemment, comme tout scénario, et souvent d'ailleurs, ils doivent évoluer chaque année en fonction des données. Mais il y a quelque chose qui, malgré tout, doit être pris en compte, et ça c'est une réalité, ce sont les faits, c'est l'évolution des intégrations de nouvelles technologies dans notre environnement. Bon, ici par exemple, le photovoltaïque, solar photovoltaïque, addition, donc c'est un flux. Vous voyez que la mise sur le marché a été multipliée plus que par 10 en 12 ans. Pareil pour les véhicules électriques, vous voyez, ça a été multiplié. Bon, là, on part de tellement bas qu'on ne peut pas donner un facteur multiplicatif, mais vous voyez qu'on est quand même sur un marché en 2022. Vous voyez, ça a 3 ans d'écart et déjà, on a progressé encore, même si on peut discuter, je dirais, des échéances futures sur la mise sur le marché des véhicules électriques. Mais en tout cas, il y a quand même un nombre de véhicules électriques qui a été mis sur le marché de façon très importante. Vraiment, également pour les pompes à chaleur. Alors, qu'est-ce que vous constatez? C'est usage électrique, production électrique, usage électrique. Donc l'électricité est le vecteur de la décarbonation, c'est clair. De plus en plus. Et sur le quatrième aspect, stockage de batterie, alors stockage électrique, électrochimique, stockage, vous voyez que ça a également augmenté et ça continue à augmenter. Et là-dessus, je ne ferai pas de cours, je ne vous donnerai pas des descriptions techniques, je vous renvoie à des cours qui sont plus spécialisés. Bien. Alors, il y a aussi d'autres solutions. La capture de CO2, c'est-à-dire qu'en sortant d'un process, notamment des grosses usines, sidérurgiques, des cimenteries, des productions d'électricité à base de gaz, par exemple, ou de charbon, on capte le CO2 qui sort de ces usines, on le capte et on le stocke. Bon, là, on voit une évolution presque exponentielle, mais attention, on est quand même l'exponentiel. Là-dedans, il y a la réalité de terrain, c'est-à-dire operating ou en construction, en vert, qui augmente, vous voyez que c'est quand même au nombre d'unités assez limité, dans le monde, attention, dans le monde. Et puis, on a beaucoup d'études de faisabilité qui ne se traduisent pas toujours, et loin de là, en réalité industrielle, attention. En tout cas, il y a une tendance assez forte, et d'ailleurs assez
controversée, dirons-nous, sur le stockage du CO2 pour décarboner nos industries ou nos bâtiments, enfin plutôt d'industrie, parce que le bâtiment, ça serait très coûteux de mettre un dispositif de captation de CO2 sur chaque bâtiment. Alors, les technologies, on en a parlé. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir où se situent les technologies en émergence. Hein. Alors ça s'exprime ici en millions, en milliards de dollars. Hein. Bon, vous voyez, en fait, je ne suis pas surpris. Hein. Photovoltaïque, éolien, alors bon, il y a des fluctuations annuelles, mais enfin, on voit bien les grandes tendances. Les batteries, on voit que ça, c'est également majeur. Bon, ça, c'est lié à l'électrification du véhicule automobile, c'est évident. Les pompes à chaleur également, oui, c'est quelque chose qui est important. Et puis alors, bon, on n'apparaît pas, même s'il est noté ici, l'électrolyseur. L'électrolyseur, bon, vous n'êtes pas tous des énergéticiens, hein, ceux qui m'écoutent sur ce cours. L'électrolyseur, c'est pour faire de l'hydrogène. À partir d'électrons, hein, issus de photovoltaïque, d'éolien, de centrales nucléaires, et faire de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, pourquoi faire? Bon, on verra par la suite, mais bon, pour des usages industriels majoritairement pour l'instant, usages industriels. Bon, là, il apparaît que ça reste quasiment invisible. Hein. C'est peut-être là, d'ailleurs, peut-être là. Enfin, c'est le trait, c'est l'épaisseur du trait. Mais c'est les technologies clés. Hein. Donc le hardware, c'est ça. Le hardware, il est là. OK. Bon. Et donc les tendances, vous voyez que c'est les tendances du passé, puisque 2022 c'est du passé, c'est que sur la plupart de ces technologies, hein, c'est une chute des prix, equipment cost, augmentation des performances, pour toutes les technologies bien sûr, avec des niveaux différents, hein, et puis économie de matières premières, ça c'est important aussi. Hein, oui, ça bien que l'amélioration, le déploiement de certaines technologies, c'est aussi l'exploitation de ressources minières qui sont problématiques. On le verra par la suite, notamment pour les batteries, lithium. Hein, vous voyez que le lithium, bon, on en a besoin de plus en plus. Le prix a diminué. La performance des batteries a augmenté. Par contre, les besoins en lithium, alors, ils ont diminué malgré le fait qu'on a multiplié le nombre de batteries, tout simplement. On utilise de mieux en mieux le matériau de base. Bien, donc, voilà, encore une représentation des technologies, on pourrait dire, hard, des hardware. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas de GTB, il n'y a pas de GTC, il n'y a pas d'IoT, il n'y a pas d'intelligence, pourrait-on dire, hein, clairement derrière. Hein, c'est, voilà. Bon, je vais pas revenir. Alors, vous voyez, l'hydrogène commence à émerger. Biofuel, excusez-moi, biofuel. Hein. Biofuel, l'hydrogène est encore très, 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 très faible. Biofuel, c'est carburant issu de l'agriculture. Bon, alors, ce qu'on n'a pas vu apparaître, le solaire évidemment. Ici, alors le nucléaire ici, vous voyez, il prend une part importante, hein, le nucléaire. Et d'ailleurs, on en reparlera du nucléaire parce que un des gros enjeux des outils dont on va en parler, c'est la disponibilité d'énergie électrique peu coûteuse, hein, disponible et peu coûteuse. Et le nucléaire peut être une solution. Le solaire en est une, et l'éolien en est une, mais c'est très bien que le problème des wind et des solars, c'est leur intermittence. Et donc il faut un système stable et pilotable pour équilibrer les énergies intermittentes. Tiens, ça nécessite l'intelligence tout ça. Hein. Le fait de piloter ces énergies, ces productions d'énergie, il y a besoin du pilotage. Donc d'intelligence. Hein. C'est pas que des usines, c'est de l'information, d'échange d'informations et d'actions spécifiques pour chacun des producteurs pour pouvoir répondre aux besoins. Bon, et CCUS pour carbone capture, donc capture de carbone, donc CO2, hein, qui n'est pas négligé.
Bien, alors, comme on est là encore dans une vision très technique, très technologique, il est clair que les technologies ne naissent pas comme ça, de façon spontanée, il y a du temps pour développer une technologie. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ces échelles. Il y a l'échelle qu'on appelle TRL, qui veut dire Technology Readiness Level, niveau de disponibilité des technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en général, au départ, vous avez un objet, une technologie, par exemple, prenons quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, la batterie lithium-ion. La batterie lithium-ion, en 80, c'était au stade de prototype. Ok. C'est donc un niveau TRL qui est l'ordre de 2 à 3. On est dans le laboratoire universitaire, laboratoire de recherche assez amont. Et puis, on va arriver à l'échelle de la maturité, sur la commercialisation, sur ici 10 à 11, qui est arrivé, vous voyez, après, dans les années 2000, quoi. Et au fond, en 20 ans, toute cette technologie, prenons toujours le lithium-ion, a subi une évolution de petits objets de laboratoire, c'est devenu des prototypes industriels, des démonstrateurs industriels, des premiers accès au marché pour essayer de valider le concept et les difficultés. Hein, on sait tous, hein. Enfin, tout le monde ici n'est pas forcément connaisseur de ces technologies énergétiques, mais vous savez très bien qu'on ne développe pas une solution énergétique en 2 mois. Et donc on arrive effectivement au bout d'un certain temps, vous voyez, dans les années 2005, à une généralisation de l'usage de la batterie lithium-ion. Alors, mais il y en a d'autres qui ne sont pas prêtes. Et oui, vous voyez, ceux qui n'ont pas atteint ce niveau 10, hein, TRL 10, non, c'est pas mature encore. Par exemple, la batterie sodium-ion, par exemple, vous voyez, là, que vous voyez ici, elle n'est pas encore tout à fait mature. Elle va arriver à la maturité, mais elle n'y est pas encore. Bon, il y a d'autres solutions. Par exemple, des solutions, par exemple, de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, ça démarre, voilà, on est au du prototype, on n'est pas au niveau de la commercialisation. Donc, il est clair que quand on a une vision d'évolution des systèmes, des technologies, il est clair qu'il faut être conscient qu'il y a une nécessité de temps, hein, pour le développement et également, bien sûr, d'investissement, évidemment. Alors justement, investissement. Qui met de l'argent dans tout ça, hein? Qui met de l'argent dans le développement de ces solutions techniques hard, hein? Comme je dis, j'insiste sur le hard parce que ce cours est plutôt associé à des systèmes software, hein, plutôt qu'à hardware, bien que vous allez voir que quand même, il y a forcément un lien entre les deux, hein. Forcément, on pilote quelque chose qui est du hard, et on a besoin d'énergie électrique qui est produite par du hard, hein. Donc quelque part, tout ça est lié. Alors, qui paye? Grosso modo, si vous voyez les évolutions, les gouvernements, vous voyez, c'est toujours en milliards, alors mondial aussi, hein, milliards de dollars. Bon, le gouvernement ont un effort mitigé, dirons-nous, hein. Alors en plus, ça prend en compte des situations très diverses, hein, très diverses. Regardez, donc les compagnies industrielles spécialisées dans les domaines, vous voyez, ils ont investi quand même, ils investissent d'ailleurs plus de 120 milliards, alors que l'État, en moyenne, les États, hein, divers, ont investi 40 milliards, donc déjà rapport vers. Et puis ce qui est effectivement, bon, et ça, le moteur de ces solutions, c'est les venture capital, c'est le capital risque, hein, les start-up, si vous voulez, qui, vous voyez, injectent beaucoup d'argent, enfin, reçoivent beaucoup d'argent des investisseurs, et avec une évolution très 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 forte ces dernières années. Bon, probablement stagnante depuis 2022-2025, je pense que ça s'est un peu stagné, parce que justement, les investissements se sont un peu orientés vers l'IoT, l'IA, parce que bon, on verra bien qu'il y a un lien avec l'IA, l'intelligence artificielle, et donc les investisseurs ont diversifié leur placement. Bien, donc, si vous voulez, la vision qu'on peut avoir dans un scénario, hein, alors dans le scénario
avancé par l'Agence internationale de l'énergie, hein, donc International Energy Agency en anglais, hein, IEA. Bon. Eh bien, si vous voulez, l'idéal, c'est la ligne verte, c'est-à-dire une ligne qui va de 2010 à 2050. 2050, vous avez en émission nette, vous avez en émission nette zéro. Net. Hein. Alors, ceci pour les décommis avancés, donc vous voyez, on part de 13 gigatonnes. Pour les marchés émergents, évidemment c'est décalé, il y a un décalage, d'abord une valeur absolue plus importante, une croissance encore jusque dans l'année 2020, fin de l'année 2020, quoi, pas loin de 2030, et puis un début de décroissance. Ceci est un scénario, attention. Hein. Ceci est un scénario, la réalité, on verra ce qu'il en sera. Et ça, c'est des scénarios, fameux scénario net zero emission, aucune émission de carbone net, hein, le net. Bon. Ok, alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui est le gros consommateur d'énergie, enfin plutôt gros émetteur de CO2 et donc d'énergie primaire carbonée, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, c'est l'électricité. Vous voyez, le poids de la production d'électricité, c'est très important. Donc c'est là-dessus que l'effort va devoir se faire, et bien sûr par une substitution par des énergies renouvelables ou par du nucléaire. On voit que alors, le bâtiment, c'est au niveau mondial. En France, en Europe, on aurait un schéma assez différent, puisque la part d'énergie, d'émissions de CO2 est beaucoup plus que là. Vous voyez, on est faible par rapport à la totalité. Hein, vous voyez, la totalité, c'est l'ordre d'une quarantaine. Là, vous voyez, donc, mais ça, il faut bien voir qu'on est sur des climats très différents, sur des géographies très différentes. Donc, on verra par la suite pour ce qui est de la France. Bien. Donc, les deux scénarios. Alors, je dis le scénario moyen, qui n'est pas le pire, attention. Hein, le pire, c'est le préparis. Hein, on ne fait rien. Le STEP, on fait des choses. Mais on fait des choses, vous voyez, alors là c'est en degrés d'augmentation moyenne de la température de l'atmosphère. Au fond, si on fait le scénario STEPS que j'ai montré au tout départ, on va dériver, d'ailleurs c'est ce qu'on risque de connaître, d'ailleurs, je crains, on va connaître une évolution des températures moyennes qui vont atteindre 2,5, alors que 1,5 est l'objectif donné par l'accord de Paris. Bon. Et donc, seul le scénario, vous voyez, scénario net zero emission, qui va devenir net zero emission en 2050, attention. Hein. Bon, bien sûr qu'il va se poursuivre, hein, vous voyez, c'est 2100, hein, c'est une vision très, très long terme. Seul celui-là permettrait possiblement de limiter l'augmentation des températures de l'atmosphère. Moyenne, attention, on est en moyenne. Hein. Bien. Alors, justement, quelles sont les causes, hein, parce que bon, les causes d'augmentation des températures, bon, l'effet de serre au fond, hein, comme on dit, la carbonation de l'atmosphère, si vous voulez, il y a comme deux gaz majeurs, hein, c'est le CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Hein. Il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane. Aussi, le méthane, c'est un gros contributeur de l'effet de serre. Bon, après, il y a des autres gaz, dont, vous voyez, le monoxyde d'azote, comme les fluides frigorigènes, ceux qu'on met dans les climatiseurs, dans les groupes de froid, hein, les HFC, pardon. Et puis les sources, là, vous voyez, c'est beaucoup fossil fuel, donc les combustibles fossiles. Hein, donc ça, c'est par effet sur l'effet de serre et par source énergétique. Et puis les autres sources, notamment le méthane, c'est l'élevage, hein, par exemple, hein, c'est l'élevage. Bon. Donc, alors maintenant, si on regarde ce qu'il faut faire jusqu'en 2050, parce qu'on a vu tout à l'heure jusqu'à 2030, mais jusqu'à 2050. Bon, alors on ne va pas recommencer l'histoire. Effectivement, on a vu que jusqu'à 2030, il fallait travailler sur les renouvelables.
Euh, il fallait travailler sur alors, l'énergie efficiency. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Énergie efficiency, efficacité énergétique. Il y a beaucoup de choses. On peut faire un moteur qui est plus énergétique, plus efficace énergétiquement, c'est tout à fait possible. Mais on voit bien que l'efficacité énergétique va aussi passer beaucoup par le pilotage, le contrôle, le suivi, la surveillance, la maintenance. Tout ce que contrôlent les systèmes GTB, GTC, IoT. Vous voyez. Et au fond, on voit bien que, si je résume ici, sur les deux périodes, jusqu'à 2030 et 2050, si jamais, bien sûr, on voulait arriver, on pouvait arriver, on voulait certainement, mais pouvait, c'est à voir, eh bien, on aurait déjà 25%, c'est par des activités de comportement et de gestion de la demande. Voilà. Donc c'est très important. Bon, bien sûr, le poids des renouvelables est important. Le rôle d'électrification, c'est-à-dire du transfert d'une énergie primaire qui est fossile par de l'électrification verte, donc l'électricité verte, c'est aussi un moyen de réduire ses émissions. Bon. Alors, donc on a certains, donc quelques alors point de vue, mais au niveau, oui, les deux scénarios, STEPS et NZ2, bon, le NZ2 2030, vous voyez, il va vous faire un effort. Alors, SAF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Sustainable Aviation Fuels. C'est des carburants durables, peu émissifs pour l'aviation. Très honnêtement, je crois qu'il y a des scénarios, j'y crois pas beaucoup, 2030, avoir une réduction majeure de l'usage du kérosène, des combustibles fossiles dans l'aviation en moins de 5 ans, là ici moins de 8 ans, c'est quand même illusoire. L'usage, par contre, l'usage de matériaux critiques, on le voit bien, ça c'est un des enjeux importants, on va avoir une augmentation importante de consommation de matériaux, de terres rares, de cuivre même, et on le verra par la suite. Les systèmes pour le bâtiment, c'est la clim. Alors oui, cooling efficiency, c'est le rafraîchissement, la clim, la climatisation. Et là, vous voyez que l'idée, c'est de gagner de la performance. Alors, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le HURE, donc le Z2, c'est bien ça, mais le HURE, s'il n'y a pas de... Alors, ils appellent ça behavioral change, changement de comportement. Mais dans le changement de comportement, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Notamment pour la cooling. Je suis dans un bâtiment. On peut très bien dire le comportement, qu'est-ce que c'est? Le comportement des gens. Je pense que ça va être plutôt des pilotages. Je quitte une pièce, j'éteins la lumière. Bon, on dirait que c'est du comportement. Mais si je quitte une pièce et mon système de détection fait que plus personne n'est dans la pièce, le système d'éclairage s'éteint, voire même le système de pilotage de la climatisation modifie la température de consigne, c'est du behavior. Mais en fait, c'est un behavior piloté, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, c'est pareil d'ailleurs pour le chauffage. Heat pump, c'est le chauffage, pareil. Le fait qu'on pilote intelligemment, alors on pourrait dire comportement, mais le comportement est beaucoup plus erratique qu'un système de contrôle, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Bon, là, pour ces deux points-là, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, vous voyez, grande question, c'est les solutions technologiques. Et rappelez-vous, ma fameuse échelle TRL. Et alors, bon, quels sont quelques grands postes sur lesquels on peut s'intéresser, les grands postes technologiques qui sont critiques. Critiques, ou en tout cas qui sont les batteries, vous voyez, les batteries sodium-ion. Pourquoi? Parce que le lithium est une ressource relativement limitée.
alors que le sodium, c'est quelque chose de beaucoup moins limité. Bon, vous voyez, les échéances, c'est, vous voyez, 2025, 2027, bon, peut-être faut-il lancer un peu plus loin. Bon, les électrolyseurs. Bon, l'électrolyseur, c'est que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est pour faire de l'hydrogène à partir d'électricité. Vous voyez, 2025, et encore 2025, si je vois bien, ça commence à apparaître. Attention, bon, au niveau commercial, hein, on parle de commercial, pas au niveau prototype, commercial. Par exemple, les captations de CO2, vous voyez, ça, dans les cimenteries, par exemple, c'est vrai qu'on commence à en avoir surtout en Europe du Nord. Par exemple, électrolyse, un autre type d'électrolyse. Hein. Et puis, alors, quelque chose qui est aussi un peu à la mode, sur lequel je ne ferai pas non plus un cours, mais qui est quand même en émergence. Attention, en émergence, c'est les small modular reactors, c'est des petits réacteurs nucléaires qui sont à des puissances beaucoup plus faibles que les centrales nucléaires traditionnelles et qui donc vont pouvoir être à proximité des grands usagers d'électricité, les usines, les grandes villes, et avec une implantation, je dirais, plus souple que bien sûr les grands réacteurs actuels. Ça, c'est un élément également important. Et notamment pour des pays qui n'ont pas encore le nucléaire, et ça peut être une voie d'accès au nucléaire pour certains pays qui n'ont pas l'avancée technologique pour installer des grandes centrales, mais ça peut être des petits réacteurs nucléaires qui pourraient être installés. Donc vous voyez un peu à nouveau une vision de prospective au niveau technologique. Voilà, donc je ne vais pas trop insister, pour ceux qui s'intéressent, ils regarderont un peu plus. Je vous donnerai même la référence du rapport. Bon. Là encore, je n'ai pas trop insisté. Alors là, on voit par exemple, maintenant, par reçu, vous voyez, on a ce type de courbe, vous l'avez déjà vu, hein, c'était souvent, c'est la courbe, c'était la courbe, rappelez-vous, d'émission de CO2. Bon, là, c'est la courbe de consommation des ressources fossiles. Pétrole, gaz naturel, charbon. Bon, alors bien sûr avec différentes zones géographiques, avec des décalages relativement limités quand même. Hein. Bon, c'est voilà. Ici donc alors des éléments énergétiques qu'on n'a pas encore abordés, par exemple les biocarburants. Hein, biocarburants. Alors sous forme liquide, gazeux, voire solide. Bon, alors biocarburant ou hydrogène. Alors hydrogène, ça peut être hydrogène ou molécules issues de l'hydrogène. Par exemple, du méthane, on peut produire du méthane par l'hydrogène. Le méthane, c'est CH4. Si on est du carbone et hydrogène, on peut à partir d'hydrogène produire des molécules de méthane. Bon, en passant par l'hydrogène et non pas en allant faire du forage au Qatar ou au Sénégal ou je ne sais où. Hein. Ce n'est pas interdit, mais il est évident qu'il y en a un qui est issu de l'hydrogène, issu d'un hydrogène vert, c'est-à-dire issu des ressources renouvelables, l'autre qui est issu du sol, et donc c'est du carbone stocké et qu'on déstocke. Donc l'impact n'est pas du tout le même. Bon, vous voyez, les différentes stratégies, ou plutôt stratégies, ou scénarios. Alors là, ici, c'est plutôt donc pour la production d'électricité, vous voyez, donc à peu près toujours cette courbe. Hein, encore une petite croissance jusqu'à 2030 et ensuite une décroissance forte. Scénario, attention. Là, ici, pour la production d'électricité, avec différentes ressources énergétiques primaires, c'est-à-dire le charbon, ici, le gaz naturel, en rouge, le pétrole. En bioénergie, vous voyez, c'est un peu faiblos. Et là, une répartition par pays et par année. Bon, avec les gros postes Chine, pays avancés en bleu, c'est en fait États-Unis, Europe, Japon, par exemple. Bien. Alors
le secteur énergie électrique, bien sûr, on a vu qu'il était important, donc c'est important de s'y intéresser un peu plus. Donc il y a du renouvelable, vous voyez, qui va prendre une place importante. Il y a du nucléaire aussi, qui va prendre une place importante. Mais bon, attention, regardez, comparez ici 30 000, 1000 gigawatts, donc milliers de gigawatts, 30 000 gigawatts, à échéance 2050, attention. Vous allez, c'est 900 gigawatts en nucléaire. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Bon, sur les investissements, alors là, c'est plutôt les investissements au niveau des réseaux, réseaux. C'est important, très important, les réseaux, pour distribuer l'énergie électrique qu'on produit. Ça, c'est les investissements. Et l'abattement des consommations d'énergie fossile, bon, 2050, on dit on n'en consomme plus. Bon, à voir. Alors, nucléaire, l'évolution nucléaire, elle est importante, mais elle est limitée quand même, pour l'instant, moins de 1000 gigawatts. Bon, ok. Et avec des productions, alors, avec la Chine qui est très gros, d'ailleurs, c'est évident, le plus gros producteur est la Chine, pour le développeur de centrales nucléaires, c'est la Chine, et de loin. Et alors, les emerging markets, comme j'ai dit tout à l'heure, les marchés émergents, les pays émergents, ça sera probablement, et on commence à le voir, en Égypte, au Kenya, des petits réacteurs nucléaires, bon, bien sûr fournis par des pays qui sont spécialistes, la Chine, la Russie, la Corée, la France, de petits réacteurs qui viennent sur ce marché-là et qui sont connectés, qui sont installés et connectés dans des pays qui, bien sûr, n'ont pas encore, et avant longtemps d'ailleurs, la capacité d'obtenir des centrales nucléaires de très grande taille. Alors, quand je dis des petits réacteurs, c'est plus 100 mégawatts, attention, c'est pas ça peut être de 20 à 300 mégawatts, alors que les réacteurs industriels en France, c'est 1600 mégawatts. Vous voyez, donc on est à un rapport de 1 à 100, quoi. De 1 à 10, pardon, 1 à 10 en termes de capacité de production. Donc là encore, toujours cette vision des ressources énergétiques pour la production d'électricité génération, pour la production d'énergie électrique. Et je ne veux pas insister trop. Alors, je ne sais pas trop de quoi. Ah oui, voilà. Donc maintenant, vous voyez, donc il y a plusieurs lectures. Mais maintenant, par type d'usage, industrie, transport, bâtiment. Vous voyez. Bon, là encore, c'est au niveau mondial. On voit une croissance importante. Vous voyez. Oui, qu'est-ce qui va décarboner en fait le bâtiment, comme l'industrie et comme le transport, c'est l'électricité. À condition, bien sûr, que l'électricité soit produite de façon les plus, entre guillemets, avec le moins d'émissions possibles de CO2. C'est vrai du transport. Regardez le transport. Bon, on imagine que c'est majoritairement d'électrique. De la biocarburant, malgré tout. Il y a biocarburant pour les transports. Pour le bâtiment, vous voyez, bon, puisqu'on a quand même c'est l'électricité qui va être dominant. Ici en bleu, alors, si je dis pas de bêtises, oui. Bon, peut-être hydrogène, mais ça à mon avis, c'est à discuter. Mais vous voyez, le bleu foncé, là, c'est hydrogène, pourquoi pas. Bon, après, le rouge, bon, ça c'est du pétrole, il reste du pétrole encore, qu'on consomme, voilà. Et voilà. Et en vert, bon, le renouvelable pour les bâtiments. Voilà. Voilà, donc toujours un peu les mêmes représentations. Alors là, avec une vision encore plus par catégorie, vous voyez, acier, sidérurgie, cimenterie, chemical, donc génie chimique et autres industries. Parce que ça, c'est les gros émetteurs de CO2. Sidérurgie, cimenterie, génie chimique. Ça, c'est les gros émetteurs. Et donc, évidemment que la question, qu'est-ce que, par exemple, dans la sidérurgie, on voit le poids croissant de l'électricité. Vous voyez, c'est ça, on va décarboner l'industrie par l'électricité verte, attention, par l'électricité obtenue avec des centrales charbon, c'est évident. Bon,
Et donc, alors ça c'est pour les transports. Hein, votre question, donc la question des transports, c'est là encore, hein, on passe du rouge qui est le pétrole au bleu qui est l'électricité. Hein. C'est vrai pour les véhicules légers, hein, les véhicules lourds, c'est vrai en partie, c'est un peu moins vrai, avec une hydrogène potentielle. L'aviation, c'est seulement le point le plus difficile, hein, soyons clairs, ça c'est le plus difficile. Hydrogène, faut vraiment, moi j'y crois pas beaucoup, plutôt les énergies, les carburants issus de l'agro-industrie. Et le shipping, alors le shipping, c'est les bateaux, hein, le transport maritime. Là, on peut penser que l'hydrogène peut avoir sa place à échéance. Vous voyez, c'est 2050, c'est pas 2030. Hein, ça sera du pétrole encore longtemps, mais l'hydrogène peut avoir sa place. Et dans le bâtiment, puisque ça, c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, le bâtiment, il y a plusieurs actions, chauffage, cooking, donc la cuisine, le chauffage de l'eau, hein, l'eau chaude par exemple, l'eau chaude sanitaire, et puis la climatisation. Bon, climatisation, il n'y a pas de doute, c'est toujours c'est l'électricité, donc c'est bleu, bleu, bleu. Hein. Ça va augmenter par contre, ça va augmenter. Bon, par contre, le chauffage, traditionnellement c'est du gaz, vous voyez, une part de gaz important au niveau mondial. Un peu de charbon, du pétrole, d'électricité évidemment. Et on essaye de basculer vers du renouvelable et de l'électricité. Hein. Et puis du chauffage urbain. Le chauffage urbain, c'est une méthode. Hein. Qu'est-ce qu'on utilise comme carburant dans le chauffage urbain? Ça peut être de la biomasse, par exemple. Hein. Bon. Ok. Et donc l'idée, c'est qu'en 2050, vous voyez le schéma qu'on a vu tout à l'heure, voilà, c'est les bioénergies qui pèsent lourd, le pétrole a diminué, le charbon a beaucoup diminué, et gaz naturel aussi. Bon là, ça c'est l'énergie primaire. Hein. Bon après, on voit bien que le nucléaire n'apparaît pas ici parce que bon, c'est pas facile à représenter non plus que le solaire, mais l'électricité. Vous voyez, là, la plus grande part aujourd'hui, c'est la biomasse, bioénergie, hein, par rapport aux ressources primaires traditionnelles, charbon, pétrole et gaz. Okay. Alors, si on revient un peu par filière industrielle, hein, eh bien, par filière industrielle, là, par exemple, production d'électricité. Production, on l'a déjà vu, hein, ça va être majoritairement du renouvelable photovoltaïque éolien, majoritairement. De l'autre renouvelable, ça peut être du biomasse, hein, méthanisation, par exemple. Le nucléaire existera, mais oui, restera quand même limité dans leur vision de l'IEA. Hein, bon, ok. Puis bon, bien sûr, l'évolution des consommations de combustibles fossiles au cours du temps, toujours pour la production d'électricité, on voit bien que c'est une décroissance, hein, plus ou moins forte. En fait, c'est le gaz et le charbon hein, qui sont les principaux vecteurs énergétiques, en tout cas sources énergétiques des centrales électriques. Hein. Et donc ça, c'est, vous voyez, les évolutions potentielles. Potentielles, là, je le dis toujours. Pour le transport, on l'a vu, donc je ne vais pas redire. Hein, vous voyez, donc basculer de plus en plus d'électricité, que ce soit les véhicules légers, les bus et les convertir sur du lourd. On va peut-être sur un partage électrique hydrogène. Il restera toujours peut-être un peu de pétrole et de biofuel, c'est-à-dire de carburant issu de l'agro-industrie, l'agriculture. Shipping, bon, vous voyez, shipping et aviation, donc shipping et aviation. Bon, là, on l'a vu déjà, donc je ne vais pas trop réinsister, mais on voit bien là encore. Alors, le point le plus dur, c'est l'aviation, soyons clairs. Hein. Je crois qu'il est probablement, on va aller vers des kérosènes synthétiques. Alors, c'est plus ou moins complexe à expliquer, mais ce sera des kérosènes qui sont construits à partir d'hydrogène, pourquoi pas. Hein. On voit par exemple des biofuels, pareil.
L'hydrogène direct, oui, c'est très peu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avions dans le futur qui seront uniquement qu'à l'hydrogène. Ça me paraît au niveau des sécurités un vrai problème. Un vrai problème. Alors le style donc acier et aluminium, gros consommateur d'énergie. Eh bien, vous voyez donc les évolutions là encore. Alors aluminium c'est plus facile, c'est l'électricité, il n'y a pas de trop de doute. Euh, pour l'acier c'est un peu plus complexe, il faut des ressources diversifiées. Alors là c'est la cimenterie. Bon, je vais pas je vous laisserai regarder si vous l'aurez le document. Donc les génies chimiques également. Le chauffage. Alors, le chauffage, c'est intéressant parce que, au fond, on va basculer sur la pompe à chaleur. L'électricité, c'est la pompe à chaleur. On pourrait dire que c'est autre chose, c'est le chauffage direct. Enfin, on ne va pas faire du chauffage de bâtiment avec des systèmes de chauffage à effet Joule direct. Il faut passer par des solutions beaucoup plus performantes que sont les pompes à chaleur. Bon, le solaire thermique, vous voyez que ça reste limité. Hein, voilà. Et puis vous avez, j'insiste là, Energy Efficiency et Behavior. Alors, excusez-moi, l'électricité, je suis une bêtise, c'est ça. Hein, c'est le bleu clair. Mais le bleu clair strié, hein, c'est là où ce cours se positionne. Regardez, c'est Energy Efficiency et Behavior Change. Hein, donc si vous faites la somme des deux, c'est énorme. Alors, Energy Efficiency, c'est plein de choses. Dire, monsieur, c'est l'isolation thermique, bien sûr, aussi. C'est changer les fenêtres, bien sûr. Mais c'est aussi piloter intelligemment les sources. Hein, utiliser intelligemment, gérer les usages, voilà. Donc là, vous avez, je ne dis pas que c'est la totalité, bien sûr, des consommations, mais une bonne partie va être conditionnée par le pilotage intelligent. Hein. Pareil pour le cooling. Hein. Bon, bien sûr, on a de l'électricité, mais et d'ailleurs, on voit une consommation qui croît. Ça, c'est un des vrais problèmes de la climatisation et du bâtiment, c'est que les consommations des bâtiments dans les pays émergents vont beaucoup augmenter, parce que la climatisation va être de plus en plus généralisée. Hein. Donc, c'est ce qu'ils appellent, c'est le marron clair, emerging market. C'est-à-dire que on va de plus en plus dans les grandes villes des pays du Sud mettre de la clim. Donc consommer plus, ça explique cette croissance. Et là, on va essayer de maîtriser ça avec l'energy efficiency et le comportement. Alors le comportement, bon, faut voir où on limite le comportement, mais bon, pour moi, je mets les deux ensemble. Il y a à la fois la technologie, à la fois du comportement humain et à la fois le pilotage intelligent. Bon, alors bon, ça, effectivement, ça c'est la somme de tout ça, hein, l'évolution de tout ça, je ne sais pas trop. Voilà. Et l'hydrogène, voilà, ça va être. Alors l'hydrogène, l'origine de l'hydrogène, majoritairement aujourd'hui, et contrairement à ce qui est montré ici, on est 2025, c'est majoritairement ici, le petit carré là, 1,5, c'est l'hydrogène issu du pétrole. Hein. Alors que le orange, c'est l'électrolyse. Électrolyse. Donc, si vous voulez, électrolyse, l'électricité transforme de l'eau, permet de séparer dans l'eau l'hydrogène et l'oxygène. Bon. Les évolutions, j'y crois pas beaucoup. Hein, c'est un scénario, pourquoi pas, mais j'y crois pas beaucoup. Alors après, en plus, le gris marron, c'est en fait c'est fossil fuel with carbon capture. Donc ça reste. Alors voilà, si on mettait la réalité, c'est fossil fuel, c'est beaucoup plus important. Hein, et avec captation de carbone, ça restera limité aussi. Là, c'est une vraie question. Là, je suis pas sûr du tout que leur scénario soit réaliste. Bon, ça c'est la capture du CO2, on en a parlé. Bon, évolution potentielle. Potentielle. Et le développement de bioénergie, ça certainement c'est une réalité, ça sera probablement. Alors, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs formes de bioénergie, soyons clairs. Je ne vais pas rentrer dedans, il y a plusieurs générations de production de carburant issus de l'agriculture, donc je ne vais pas trop insister dessus.
Euh, voilà, donc il faut bien voir que on aura. Alors là aussi, l'enjeu, c'est pas seulement, d'ailleurs, ça se passe possible aussi pour vous, si on s'adresse à STB, c'est pas seulement un problème d'efficacité énergétique ou de pilotage, mais aussi c'est de qualité de l'air. Hein. La qualité de l'air est importante. Bon, là, on voit ici, bon, alors une évolution positive, tant mieux. Je sais pas, là encore, hein, c'est des scénarios plutôt optimistes. Trois éléments de pollution, donc les particules, hein, vous voyez les microparticules, hein, à moins de 2,5 microns. Vous voyez, donc bon, ça c'est ce qui est émet par un diesel, par exemple, ou une chaudière. Dioxyde de soufre, là, qui est également l'issue de la combustion, puis euh, monoxyde d'azote, hein, oxyde d'azote, qui sont également des polluants, des polluants importants. Donc voilà, là encore, hein, le scénario 2030 avec les différents efforts sur les différents réseaux. On voit bien que, grosso modo, les efforts vont se partager entre le bâtiment, le transport et l'industrie. Alors l'industrie, vous allez voir que dans certains pays, il y a assez peu d'impact industriel. Il y a des pays qui sont très industrialisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, en France, l'industrie pèse de moins en moins lourd, donc l'impact de l'industrie sur les consommations d'énergie et sur les émissions de carbone sont de plus en plus limitées. Voilà. Alors, les outils technologiques, par exemple, voilà, les climatiseurs, par exemple, hein, les EER, bon, les climatiseurs, c'est qu'en fait, le rapport entre l'énergie froide produite et l'énergie électrique consommée, on peut espérer des améliorations. Alors, des équipements hard, hein, des équipements techniques. Après, on rajoutera comme ça un pilotage intelligent, hein, une gestion intelligente de l'outil. Hein. Bon, avec ici des prix évoluants. Hein, bon, là encore, les prix vont jouer un rôle très important. Euh, et puis, ben voilà, voilà, le poids respectif, voilà, euh, les évolutions, voilà, des réductions de consommation attendues, hein, à échéance de 2030, vous voyez, zone par zone. Alors bon, il y a bien sûr le transport ici, ici le travail à la maison, là, ça m'amuse, ouais. Il y a moins d'SUV, vous voyez, moins d'SUV. Et puis pour le bâtiment, bah là, space heating, space cooling, bien sûr. Hein. Bon, bon, là, c'est un peu différent dans alors, ça, c'est des réductions par tête d'habitant, par tête de pipe, hein, par tête d'habitant, per capita. Hein, c'est donc moins 3 gigajoules. Hein. Alors, c'est une autre unité. Ce n'est pas des gigatonnes de CO2, attention, c'est des gigajoules. Hein, donc, c'est des unités d'énergie. Hein, énergie consommée. On aurait pu mettre des kilowattheures ou des mégawattheures, mais on a mis des gigajoules. Là, on voit bien que bon, ben, la différence de niveau s'explique par le fait qu'on consomme beaucoup moins d'énergie par tête de pipe. Dans les pays émergents que dans les pays avancés. Hein. Bon, je ne vais pas trop. Voilà, donc il y a encore des scénarios sur l'évolution des systèmes de transport. Je ne vais pas trop insister. Sur le bâtiment, ben, si, intéressant de noter quand même la croissance. Alors, la croissance théorique des pompes à chaleur, c'est théorique parce que quand je vois en France, je connais un peu le milieu du pompe à chaleur, on a plutôt stagné. Hein, depuis 2-3 ans, on stagne. On s'attendait à avoir beaucoup plus de. En fait, la rénovation du bâtiment, il n'y a pas eu le marché attendu, donc la rénovation du bâtiment, c'était les pompes à chaleur. Je ne parle même pas de construction neuve qui est plutôt en panne en France. Donc, si vous voulez, les scénarios se heurtent parfois à des situations politiques ou à des soutiens politiques qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Et vous voyez bien que dans le bâtiment, et ça c'est important pour nous, parce que GTB veut dire bâtiment, quand même gestion technique bâtiment, pour nous, c'est l'électricité. Alors, le chauffage, alors oui, il y a plusieurs éléments.
l'élément important, vous voyez, dans nos constructions nouvelles, attention, c'est le chauffage de l'eau. Hein, chauffage de l'eau. Et le chauffage de l'espace, donc le chauffage, ce qu'on appelle le chauffage, et ben, vous voyez, à terme, ça restera en dessous du chauffage de l'eau. L'eau chaude va devenir l'un des plus gros postes. Bon, après, vous avez rajouté, pour avoir le bâtiment complet, il y a l'éclairage, il y a tous les usages internes du bâtiment, l'électroménager, etc. Ok, mais ça sera bien sûr que l'électricité. Le chauffage à terme, le chauffage d'un bâtiment, ça sera électrique. Bon, ça c'est pour les industries lourdes, je ne vais pas trop insister. La captation, le CO2 on en a déjà parlé, je vous laisserai éventuellement regarder. Alors là c'est plutôt pour la captation de CO2, où est-ce que ça se passe? Vous voyez, ça se passe forcément dans les pays qui sont forts émetteurs d'émissions de CO2 et de grosses industries. Vous voyez, l'Amérique du Nord, l'Allemagne, vous voyez, la Pologne, l'Asie, les Chines, etc. Puis les pays du Golfe, avec leurs centrales thermiques. Bon, là on tourne un peu, c'est à peu près les mêmes choses, je ne vais pas trop insister. Alors ça c'est par secteur d'application, où va se situer. L'usage d'hydrogène. Alors l'usage d'hydrogène, vous voyez, je pense que ça va beaucoup être dans les productions d'énergie électrique, dans les grosses industries, aviation, là, je ne vous cache pas que j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup, peut-être dans la marine, mais pas dans l'aviation, j'y crois pas. Voilà. Et la bioénergie, aussi par usage, on aura plusieurs formes de bioénergie possibles. Bon, je vais pas vous. Là, je pense que vous voyez un petit peu. J'avance. Alors oui, un élément important. Je m'arrête là sur l'élément important. C'est les. Alors, le transport. Le transport d'hydrogène, par exemple. Parce que pourquoi parce qu'actuellement, on transporte du gaz naturel, natural gas, LNG, liquid natural gas ou liquid petroleum gas. On le transporte avec des bateaux, des tankers, ou des réseaux, des pipelines. Ok. Bon. Et alors, on pourrait transporter aussi l'hydrogène. Alors, pourquoi transporter l'hydrogène ou de l'ammoniac? Tout simplement parce que l'idée pourrait être de produire l'hydrogène dans des pays où on peut facilement le produire, c'est-à-dire des pays qui ont des ressources solaires importantes. Par exemple, là, récemment, il y a eu un accord entre l'Allemagne et la Namibie. Namibie, c'est un pays assez désertique, beaucoup de terrain pas cher, bord de mer, bord d'océan Atlantique. On peut mettre des panneaux photovoltaïques en pagaille. On transforme l'électricité en hydrogène. L'hydrogène, on les transporte dans les tankers. Et on peut faire un transport d'hydrogène via les tankers. Bon, pourquoi pas? Ok. Ou alors on transforme cet hydrogène en ammoniac. Oui, azote et hydrogène, ça fait de l'ammoniac, et on transporte de l'ammoniac. C'est quand même plus facile à transporter. Alors, dans toutes ces évolutions techniques, il y a des matériaux. Il faut avoir des matériaux. Et c'est quoi les matériaux qui sont critiques? Je les ai cités ici. Lithium, ça c'est la batterie lithium-ion. Le cuivre, il y a du cuivre partout. Le cobalt, vous voyez. Manganèse, donc par exemple dans un véhicule électrique, nickel, vous voyez. Bon, ok. Donc là, on a problème de matériaux. Il ne faut pas l'oublier, c'est souvent, on en parle de plus en plus. Il va falloir mettre de moins en moins de matériaux pour, vous voyez, des kilotonnes par picajoule. En fait, c'est un ratio entre la masse de matériaux et l'énergie produite, par l'équipement considéré. Ici, ça, c'est des piles à combustible. Il faut réduire l'intensité de matériaux, c'est-à-dire la quantité de matériaux que vous mettez pour chaque unité d'énergie que vous produisez. Ok.
Et là, il y a beaucoup de matériaux qui deviennent critiques, hein, qui vont devenir critiques. Alors, voilà. Alors, c'est quoi ces matériaux? Alors, matériaux, c'est quoi? Ici, alors je sais plus ce qu'il y a. Ah oui, ça c'est les véhicules électriques, les batteries. Qui produit les batteries de véhicules électriques? C'est la Chine. Alors pour quel marché? La Chine, l'Europe, bon, etc. Donc là, on a au niveau des technologies, des technologies, vous voyez bien qu'elles sont géographiquement très marquées. Hein, on en parle tous les jours, hein, de ça. Alors, les technologies sont... Bon, alors ça, c'est les véhicules électriques, enfin plutôt les batteries pour véhicules électriques. Hein. Alors batteries, véhicules électriques et vente de véhicules électriques. Vous voyez les trois niveaux. Hein. Bon, on voit bien que l'Europe, elle fabrique comme des batteries, elle fabrique des voitures encore, heureusement, et elle en vend bien sûr chez eux et peut-être un peu ailleurs. Bon, ici par exemple, c'est le photovoltaïque. Regardez le rouge, c'est la Chine. Le silicium, qui est l'origine du panneau photovoltaïque, regardez, c'est la Chine très majoritairement. Les wafers, c'est l'intermédiaire, c'est le petit, la petite fine lame de silicium. Hein. Là, c'est la cellule, là, c'est le module. Alors, bien sûr, plus c'est en amont, plus c'est la Chine qui est dominante. Pour les wafers, oui, c'est également encore la Chine qui est dominante. Puis après, lorsqu'on passe aux cellules, c'est-à-dire en fait un assemblage, on voit que on voit que d'autres asiatiques, hein, le font, etc. Et puis bien sûr, l'installation, on en a, heureusement, en Europe, on a de l'installation. Hein, mais vous voyez, l'Europe, c'est souvent essentiellement limité à l'installation. Hein. Ok. Ça, c'est les éoliens. On pourrait tenir le même discours. Hein, je ne vais pas vous noyer là-dessus. Les éoliens. Les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est un peu plus équilibré. On pourrait dire que chacun produit pour son territoire. Pour une raison relativement simple, c'est que les réglementations sont très diverses dans le bâtiment et que les Américains n'ont pas les mêmes règles que chez nous, que les Européens, qui n'ont pas les mêmes règles que les Chinois. Et c'est difficile de développer des solutions pour des marchés qui ont des habitudes d'usage très différentes. Voilà. Et donc, voilà, il y a des matériaux critiques. Vous voyez, c'est bien de suivre, regardez le silicium, le cuivre, enfin les oxydes de cuivre, la bauxite, ça c'est pour l'aluminium, etc. Et c'est bien de voir qu'au fond, pour obtenir un produit, un module PV ou une turbine, il vous faut un certain nombre de matériaux qui sont identifiés ici. Pareil ici pour l'hydrogène. Produire de l'hydrogène, il faut un électrolyseur. Pour un électrolyseur, il faut du nickel, du zirconium, du platine, etc. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant de voir quels sont les matériaux qui sont nécessaires, et parfois certains sont critiques, et même beaucoup d'entre eux sont critiques. Hein. Voilà. Alors, là, c'est ici pour les carburants de synthèse, hein, pareil, c'est la même question, parce qu'il y a des réacteurs chimiques, et donc il vous faut notamment du cobalt. L'acier, l'aluminium, c'est pas très choquant, du béton, c'est pas très choquant, mais du rhodium, du ruthénium, pour les réacteurs chimiques, voilà, platinium, palladium, nickel, c'est pas des choses qu'on trouve aussi aisément. Pour les batteries, pareil, même problème de lithium, l'oxyde de lithium, l'oxyde de nickel, le cobalt, oui, tout ça, c'est des matériaux qui sont indispensables à la réalisation des batteries électriques. Les pompes à chaleur, vous dites, c'est plus banal, oui, mais il faut du cuivre, et le cuivre, c'est déjà un matériau stratégique, le cuivre. Bon, les piles à combustible, fuel cell, piles à combustible, platine, ça c'est un gros problème, le platine, c'est très cher. Donc vous voyez que, grosso modo, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que, voilà, suivant les usages, vous voyez, par exemple, pour faire une pile à combustible, FC, fuel cell, pile à combustible, il vous faut un certain nombre de matériaux. Il faut donc un certain nombre d'énergie par véhicule, ici plutôt par kilowattheure par kilo. Pour faire un certain nombre de produits, il vous faut un produit, vous êtes utile
par exemple, prenons le cobalt, bah, il vous faut 8 kilos, 1 kilo peut permettre de produire ou de transformer 8 kWh, par exemple. Hein. Non, excusez-moi, j'ai une bêtise. Euh, le coût énergétique, excusez-moi, je dis n'importe quoi, c'est le coût énergétique de l'extraction et la production des matériaux, c'est le coût énergétique. Hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a plusieurs. Il y a l'extraction, euh, il y a la purification, et puis il y a voilà, les trois phases. Hein, donc, vous partez du minerai, enfin, de l'exploitation, l'extraction, la purification, puis on consolide le produit. Vous voyez, ça va. Pour un kilo de cobalt pur, ben, on a besoin de consommer 25 kWh. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Donc, au fond, là encore, et on le verra plus tard, c'est qu'en fond, un produit, un équipement technique, c'est pas seulement il consomme de l'énergie hein, en fonctionnant. Hein. Par exemple, même un capteur de mesure, tiens, je mesure de la température, ou un thermostat. Mon thermostat, bah oui, alors oui, il ne consomme pas beaucoup d'énergie le thermostat, quelques watts, hein, c'est pas beaucoup. Mais par contre, les produits qu'il contient, les matériaux qu'il contient, sont des matériaux qui ont nécessité beaucoup d'énergie pour les amener sur le marché, pour les amener à l'usine qui fabrique le thermostat. Et donc, vous avez deux niveaux d'énergie, une énergie en amont hein, de l'usage et en au moment de l'usage. Donc ça, c'est important. Et c'est ce que désigne cette courbe-là. Hein. Donc vous avez des matériaux qui coûtent cher. Le lithium, ça coûte cher en énergie. Vous voyez, le cuivre aussi. Hein. Bon. Euh, euh, voilà, par exemple, une pile à combustible, c'est oui, les 50 mégawattheures par véhicule. C'est pas par kilo ici, c'est par véhicule. Pareil pour une pompe à chaleur, voilà, pompe à chaleur, ça coûte. Alors, pour une pompe à chaleur d'un mégawatt, alors un mégawatt c'est beaucoup, vous allez me dire, mais il faut 100 mégawattheures d'énergie initiale. Ok. Bon. Alors, en fait, ça génère ce qu'on appelle life cycle. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est l'analyse de cycle de vie. C'est qu'en fait, un équipement technique, quel qu'il soit, c'est pas seulement ce qu'il consomme pendant sa vie, mais ce qu'il consomme avant, pendant sa production, voire même en amont, pour l'extraction et la purification des matériaux dont il est le siège. Vous voyez. Bon. Et par exemple, voilà, je prends du charbon. Le charbon, il va émettre. Hein, lorsqu'on utilise, par exemple, power synergie, donc production de puissance, hein, d'électricité, le charbon, il va nécessiter plus de 900 kilos de CO2 par mégawattheure. 900. Alors que le nucléaire, bon, c'est quelques unités. Vous voyez, le solaire photovoltaïque, ah tiens, mettons 5. Non, un peu plus que 5 d'ailleurs, 30 à 40. Ah oui, monsieur, mais pourquoi le solaire photovoltaïque coûte aussi cher en CO2 alors que ça ne consomme rien? Ben oui, mais c'est la production du, 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 du matériau photovoltaïque qui coûte beaucoup d'énergie. Donc quelque part, hein, vous avez une énergie qui a été consommée pour la production du produit et qui représente hein, pour un mégawattheure produit par ce panneau photovoltaïque, ben, c'est l'équivalent de 50 kg de CO2. Ça peut paraître surprenant, hein, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables d'usines, alors surtout japonais, qui considéraient bizarrement que le photovoltaïque n'était pas le système le plus performant en termes de décarbonation. Alors qu'on pourrait penser que c'est forcément le plus décarboné, mais non, parce qu'il y a l'amont de la production du panneau hein, qui coûte très cher, parce qu'il faut faire fondre le silice, ça coûte très cher, il faut purifier le silicium, ça coûte très cher en énergie. Et donc, ce qui était le moins cher en termes de moins émissif de CO2, c'était les barrages hydroélectriques, par exemple. Bon, je ne vais pas vous embêter plus, vous regardez aussi qu'est-ce qu'on consomme, voilà ce que consomme un véhicule électrique, etc. Bon, ça c'est un truc. Et donc, le coût, vous voyez, le coût de l'énergie pour avoir des matériaux purs, vous voyez, donc c'est
euh, matériaux qui sont alors purs, bon, tout dépend de la pureté, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs valeurs sur le lithium, par exemple, il y a plusieurs niveaux de pureté. Le coût que ça représente en termes de mégajoules pour produire 1 kg de ce matériau. Bon, vous voyez, l'or est c'est le plus. Hein. L'or, ça nécessite le plus d'énergie. Bon, voilà donc. Bon, là, je ne vais pas vous. Là, ce sont les évolutions d'extraction et de production de matériaux critiques. Hein, par type et par matériaux. Ici, c'est du cuivre, ici, c'est du lithium, ici, c'est du cobalt, ici, c'est du nickel. Vous voyez? OK. Voilà, avec l'origine, bien sûr, par exemple, l'oxyde. Donc là, par exemple, la Chine, vous voyez, la Chine est partout. Hein. C'est pas ici, hein, c'est le bleu. Hein. Le code couleur n'est pas le même que nous. Le cobalt, c'est la Chine. Je pense que là, par exemple, si on prend l'Afrique, on le voit ici, vous voyez, cobalt, ici, cobalt, ouais, cobalt ici, le cobalt, cuivre, ouais, cuivre aussi, ouais, ouais, c'est pas étonnant. Voilà. Donc pour terminer et pour conclure cette présentation, ben, si on veut décarboner, il va falloir faire une évolution majeure hein, des technologies. Alors, soit pour produire l'électricité sans carbone ou peu de carbone, on a vu photovoltaïque, même si c'est pas zéro, attention, l'éolien, le SMR, le nucléaire, il va falloir mettre des réseaux, hein, des réseaux de distribution, changer, oublier les carburants fossiles, même si c'est pas immédiat, hein, bien sûr. Et ça veut dire quoi? C'est l'hydrogène et il faut ou l'hydrogène plus quelque chose pour faire de l'ammoniac ou pour faire du méthane. Le bâtiment, ben, en termes de technologie hard, c'est pompe à chaleur photovoltaïque, et puis transport, pile à combustible, stockage d'hydrogène, moteur électrique, batterie, ce sont les technologies de base. Là-dessus, vous avez effectivement... voilà. Alors, il faut, au fond, après, il faut la couche supérieure, c'est-à-dire qu'en fait, faut promouvoir l'efficacité énergétique, c'est un terme générique, mais bon, c'est la bonne gestion de tous ces équipements. Hein. Et puis on pourrait dire comportement, mais régulation sobre. Hein. OK. Et puis bon, bien sûr, on a vu que l'électrification, c'est majeur. Voilà. Donc, alors, voilà dans quoi vous situez votre formation GTB, GTC, IoT. C'est au fond, eh bien, dans toutes ces technologies que je vous ai présentées, hein, avec tous les enjeux que ça représente, et ça va, vous voyez, on était même jusqu'aux matériaux de base, jusqu'à l'extraction, jusqu'au coût de l'extraction. Mais au moment de l'usage, on doit prendre la main, c'est-à-dire que une machine, elle peut consommer 100 si elle est mal utilisée ou 50 si elle est bien utilisée. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est bien ou mal utilisée? Ben, c'est de plus en plus une gestion automatique, une gestion intelligente. Et ça, c'est le rôle un petit peu de cette couche, hein, qui est relativement récente, hein, au fond, de GTB. Hein. On parlera de réglementation, mais le fait d'obliger à mettre une GTB, alors qu'on appelle une BACS, hein, décret BACS, un Building Automation Control and System en anglais, hein, vous voyez, le GTB, ça peut être BMS ou BACS. L'obligation d'une BACS, ça vient avec les décrets actuellement. Vous voyez, bon, on peut dire qu'on est peut-être un peu en retard, mais il n'empêche qu'on a compris que c'était ça l'enjeu, c'était qu'il y a une intelligence, alors au niveau du bâtiment, mais peut-être au niveau plus large que le bâtiment, au niveau d'un quartier. Hein, et peut-être même plus large que, vous voyez, il y a peut-être c'est pour ça que l'IoT rentre ensuite en jeu, parce que un bâtiment ou une machine, ah oui, on la pilote, c'est bien, régulation, capteur, actionneur, régulation, ok. Ah, une petite intelligence locale, ah, très bien. Ah, une intelligence du bâtiment, ok. Mais vous savez que maintenant, on va ramener l'intelligence au niveau même, un fabricant, il va même ramener l'intelligence de toutes ces machines sur un site centralisé, où il va pouvoir surveiller l'ensemble de son parc. Hein, et pouvoir éventuellement conditionner la maintenance, comprendre le comportement de ces machines, à partir de l'exploitation sur des centaines, voire des milliers de sites d'exploitation.
Et donc, voilà dans le monde dans lequel on arrive. Je dis qu'on y arrive doucement. Hein, on y arrive doucement. Mais pourquoi on y arrive doucement? Parce qu'il y a pas mal de freins. Il n'y a pas que des freins financiers, des freins aussi de compétences. Il faut le savoir. Il n'y a pas forcément toutes les compétences disponibles, etc. Mais en tout cas, donc, c'est dans cet environnement complexe et multiforme, au fond, hein, puisqu'on a parlé de décarbonation, mais en fait, à la fin, on en arrive à des problèmes de gestion intelligente des systèmes. Dans un système multiforme qu'il faut se mouvoir. Donc, je vous propose d'arrêter ici mon premier cours.